Alors bonjour à tous, on est ici au salon du Made in France et justement on a voulu vous faire partager cette visite, ces rencontres avec ces entrepreneurs, ces fabricants d'un peu partout en France. Et donc voilà, ça commence maintenant. Donc on est toujours au salon du Made in France et là on est avec Nicolas, directeur commercial de Mémé Bernadette, et donc il va nous expliquer ce qu'ils font. Nous sommes un fabricant textile, nous fabriquons les sacs, nous avons tissage, confection et marquage. Donc nous sommes présents en Île-de-France avec différents types de matières premières qui va être du lin ou du chanvre, de la matière première qui vient de France, donc il vient de Picardie et de Normandie. Nous avons aussi du coton et donc on va faire des confections, des marquages polychromes ou monochromes à destination de la vente ou de la communication par l'objet. Nous sommes présents sur le salon du Made in France parce que bien entendu toute l'excellence française est ici. Et nous avons à cœur de montrer qu'en France, nous avons encore du textile et des choses. Jean-Pissi, c'est la première fois que vous participez à ce salon ou c'est quelque chose de récurrent pour vous? Pour nous, c'est quelque chose de récurrent parce que nous venons trouver une clientèle très diverse et variée. Ça peut être aussi bien des grandes de l'industrie, ça peut être de la communication par l'objet ou ça peut être pour de la vente dans des musées ou autres points touristiques ou même des villes. Alors pourquoi le nom Mémé Bernadette? Alors Mémé Bernadette, c'était le prof de français du patron quand il était enfant. Il a voulu lui rendre hommage. Elle a véritablement existé. Elle a une histoire comme ça très très fun où c'est quelqu'un qui était accueillant et qui était chaleureux. Et donc ça représente les valeurs de la France. Voilà, comme on dit avec notre logo, loyal et local. Elle est locale et il y a une forme de loyauté à la France. Alors merci beaucoup. Alors pour vous, c'est quoi vos principales attentes aujourd'hui sur ce salon du Made in France? Mes principales attentes, bien entendu, c'est de trouver, de savoir ce qui se passe, l'actualité française, de venir au contact des personnes, de présenter ce qu'on fait, et surtout de trouver des contacts de qualité avec lesquels on pourra bâtir un avenir, notamment de la commande et de la fidélité. Voilà. C'est organisé par Origine France Garantie avec le MIF Expo. Le MIF Expo est à la porte de Versailles jusqu'à dimanche 18h. 100 000 visiteurs attendus pour rencontrer plus de 1000 exposants. Sur ce plateau, on reçoit des personnalités politiques, des entrepreneurs, des entreprises. On va découvrir des produits. On va aussi parler de fond. On va aussi débattre. Et on débat autour des sujets d'actualité du Made in France. Et il y a un sujet qui a défrayé la chronique cette semaine et qui était, en termes de calendrier, pas le mieux venu, puisque c'était la veille de l'ouverture de ce salon. C'était l'ouverture de Shine à Paris. On va en parler et je retrouve avec grand bonheur Natacha Polony. Bonjour Natacha. D'être ici et en effet d'aller au fond des sujets, de débattre vraiment de ce qui nous anime ici, de ce qui anime tous les entrepreneurs qui essayent de faire vivre la voie en France. Et c'est pour ça que ce sujet de Chine, c'est une manière aussi de discuter réellement de l'économie française, de son état réel et des choix des consommateurs. Ce débat, on l'a voulu le plus constructif possible. L'idée, c'était de ne pas sombrer dans la facilité, de se dire on est au salon du Made in France, super, on va être entre nous, entre entrepreneurs qui valorisons chaque jour le Made in France. Non, parce que si on veut avancer dans la vie et être constructif, il faut aussi écouter celles et ceux qui achètent Chine à longueur d'année, qui ont certainement des arguments, des points de vue à partager qu'il faut également écouter. Et pour cela, on a le plaisir d'avoir Alison Lebois. Bonjour, vous êtes influenceuse, vous avez 2 enfants et vous dites que miel de forêt des Landes, corsé, donc allez. Et après, moi, je te propose une fleur d'été des plaines d'Alsace. Et parce que tu es un bon client, je te mets une cuillère en or. Et c'est combien alors? 25, c'est encaissé par notre jeu. Non mais quand on vient ici, on achète. Hein. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Alors je vous fais faire 800 km en 30 secondes. Vous avez vu ça? Alors, quand on dit un miel de tilleul, ça veut dire tilleul, acacia, c'est des miels de cru, c'est-à-dire que 90% des pollens sont homogènes. Tandis que la forêt, là, le bol alimentaire de l'abeille composite toutes les fleurs disponibles qui les nourrissent. Ce qui donne que c'est jamais la même. Mais j'ai pas fini le voyage. Je vais quand même vous emmener dans les fleurs d'été des plaines d'Alsace. C'est le tournesol, parce qu'il n'y a pas de fleurs en été dans le nord de la France, mais il y a le tournesol. Et regardez comme c'est jaune, c'est beau, c'est de l'or. C'est de l'or. Très beau, très beau. Bonjour, ça va?
Ah bah Madame Pelletier, je la connais bien, c'est mon ancienne collaboratrice. Qu'est-ce que vous en... J'arrive. Vous allez me goûter un peu de miel. Hein. Vous allez me goûter du miel et me prendre un petit coffret pour la Noël. Alors là, attention, on entre, là, il faut mettre vos airbags. Parce que ça, c'est du très corsé, c'est du châtaignier bio, la région de Nîmes. La région de Nîmes. Ça, si vous aimez ça, c'est attention. Alors, Emma Forêt, vous l'avez pas aimé? Je suis entre les deux finalement. J'ai prendre la forêt, deux plots, s'il vous plaît. Bah, 2 pots, vous en prenez 3, c'est moins cher. Ouais, bah, je vais en prendre 3. Je vous mets une châtaigne, vous aimez bien. La forêt, je vous mets 2 châtaigniers, une forêt, si vous voulez. Non? Ou alors je vous mets le tilleul, parce que vous l'avez bien aimé, le tilleul. 2 châtaigniers, je préfère. 2 châtaigniers, nom de Dieu. Et comme vous êtes sympathique, monsieur, je vous mets une cuillère en buis. Ben oui, pour manger, c'est bien. On n'en a plus. On n'en a plus. On est submergé. Et c'est tous les ans sympa. On est submergé, madame. Alors c'est 25. Merci, monsieur. Ça, c'est la forêt des Landes. C'est un apiculteur de Dordogne qui transhume. Vous avez vu, c'est corsé. Alors là, vous avez le bol alimentaire de la veille qui est divers et composite. Contrairement au tilleul, où là, c'est 90% pollen de tilleul. Vous voyez? Donc c'est jamais le même miel. Vous voyez, c'est comme le vin. L'année, selon le climat, la pluie, le vent, la chaleur, la sécheresse, c'est jamais la même fleur. On continue. Il faut que vous alliez à la Roque d'Enterron, vous savez, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Nous avons une coopérative là-bas qui nous aide à fédérer des apiculteurs sur le miel de lavande. Appellation origine contrôlée, madame. C'est pas un joli voyage, ça? Vous voyez, vous traversez, les abeilles font parler les fleurs. Les fleurs font parler les territoires, les terroirs, et les miels parlent de la France. Vous avez une France composite. On peut continuer longtemps comme ça. Je vous emmène. Ce miel-là, c'est les fleurs d'été de la plaine d'Alsace. C'est le tournesol, regardez ça, c'est de l'or, regardez, c'est de l'or. C'est le tournesol. La fleur d'été, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vais vous faire goûter, madame, je sens... Je suis désolée, mais j'ai une bêtise. Ah, après alors. Si j'avais su que vous étiez là, Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Vous aimez le miel corsé? Alors, on attaque là, le châtaignier du Gard. Sommière, pas loin de Nîmes. Vous allez m'en donner des nouvelles. C'est du bio, ça. Attention, très dur le bio à faire. Très dur. Parce que la réglementation française est délirante. Comment, madame? Entre eux. le bio. C'est la manière dont vous les soignez quand elles sont malades. Le varroa. Vous allez pouvoir recommencer alors. Je vous fais un petit coffret, madame. 3 miels, 25, c'est moins cher que sur le site. On fait une promotion. De votre choix, moi je sais ce que vous aimez, madame. J'ai vu dans vos yeux que vous aimiez la forêt. L'année dernière, c'était en métal. Alors le hasard fait que dans ce salon, on se retrouve avec un jeune retraité de la politique, devenu entrepreneur, aujourd'hui avec bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. J'allais dire bleu, blanc, rouge. Mais c'est pareil. Et les amandes françaises, mais aussi, plus récemment, dans le nucléaire aussi. Alors, comment vous sentez-vous en tant que, maintenant, champion du Made in France, ici, dans ce salon du Made in France? Écoutez, d'abord, il y a un engouement, il y a un progrès considérable, la prise de conscience des consommateurs qui veulent défendre leurs emplois, leurs entreprises, leur territoire. Et ils savent très bien qu'à force d'acheter à l'étranger, le textile chez Chine, les voitures chez les Chinois, etc., nous finirons en liquette, pauvres, et sans rien. Donc il faut défendre la France.
et le faire dans les actes de la consommation quotidienne. Et c'est pas plus cher. C'est juste beaucoup plus profitable pour tout le monde. Les produits sont de qualité, sont tracés, on peut les contrôler et ils sont de qualité aussi parce qu'ils respectent la terre, la nature et le travail des agriculteurs, apiculteurs, arboriculteurs est toujours un travail qu'ils peuvent connaître, peuvent aller les voir. Ce n'est plus une marque, c'est un produit avec des origines et des racines. Voilà les différences. Alors, on vous a entendu parler aux consommateurs qui venaient ici sur le stand et justement vous évoquez ce voyage en France. Le voyage des fleurs, puisque l'abeille se nourrit de fleurs. Les fleurs sont différentes selon les terroirs, les latitudes, les longitudes, les altitudes aussi. Et donc, vous avez des miels extrêmement différents selon la végétation. Et donc, les abeilles font parler la France. Donc, c'est ce voyage dans les fleurs de France qui nous permet de les découvrir. C'est extrêmement poétique et c'est en même temps un acte de consommation à la fois responsable et de haute qualité parce que c'est des miels d'exception et qui ne sont, c'est le même prix que les autres. Voilà, que le sirop de sucre qu'on vend dans les supermarchés. Pour du miel. Alors justement, vous avez prouvé aussi avec la compagnie des amandes qu'on peut faire quelque chose qui est profitable et qui marche en France. Est-ce que c'est pas un pied de nez justement à tous ceux qui disent que c'est pas possible et que dans le système actuel... On l'a fait parce qu'on voulait démontrer que c'était possible de relocaliser, de recréer des filières depuis zéro, ce qui était le cas de l'amande. Et donc, on pouvait absolument recréer de la richesse sur les territoires, ruraux notamment, et donc recréer des revenus pour les agriculteurs, de la solidarité dans la filière et de la qualité pour les consommateurs. Parce que pour les plus anciens, on se souvient que beaucoup vous avez critiqué à l'époque de l'histoire de Dailymotion, et maintenant tous à se dire, mais en fait, Arnaud avait raison. Ben écoutez, mieux vaut tard que jamais. C'est dommage d'avoir raison trop tôt. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tout le monde enfin confesse le problème. Merci à vous. Merci. J'en ai plus, mais j'en aurai l'année prochaine. Peut-être sur le site. Ça, c'est le tilleul des Vosges. L'armoisier, il y en a, mais c'est très difficile à faire. Tiens, le châtaignier, ça va vous plaire si vous aimez le miel corsé. L'arbousier, ça pique. Hein. Mais là, c'est bon. Hein. C'est bien corsé, hein, comme on dit chez les Corses. Qu'est-ce que vous en pensez de mon tilleul? Je vous emmène dans la forêt des Landes, madame. Les Landes, pas maritimes, Miella, Gruyère, c'est un mélange. Qu'en pensez-vous? Bonjour madame. Pas mal, hein? Je vous fais goûter mes fleurs d'été de la plaine d'Alsace. C'est le tournesol, regardez, c'est de l'or, madame. C'est pas de l'or en barre, c'est de l'or en tube. C'est pas mal. Je vais vous faire goûter, madame. Il n'y a rien sur le pot, tout est sur la langue. Rien dans le pot, tout sur la langue, madame. S'il vous plaît. Le qui? T'as qu'à aller au texte. Ah oui. Jean. Eh bah que t'avais envie. Allez, comme si on avait mis le petit mot que l'on fait, même quand il est tombé. Si c'était il y a longtemps. Alors, je vois, c'est que bah, t'as vu. C'est des mots. Oui. Toujours au salon du Made in France et ici au stand Duralex. Alors souvenez-vous, Duralex, cette entreprise qui vient de lever des fonds avec succès. Justement, on en avait parlé sur les ondes de Fréquence Populaire. Et justement, on va rencontrer le patron de Duralex pour savoir un peu comment il a vécu toute cette situation.
Donc, ah, c'est du coq 9 centilivres. Ah, ben, c'est ça, vrai, c'est ça. Et avec ça. Bon, bah, non. Donc, t'as des. Pas qu'il est. Avec des blancs et avec. Et léger. C'est bon, t'as lancé? Merci. Parfait. Merci à vous. C'est pas dur, ça. Pas. Chez moi, j'ai pas de poids. Ok. Alors, on continue notre... C'est bon? Enfin, on continue notre visite du salon Made in France et donc on s'arrête au stand Malongo. Malongo Torréfact. Donc, on est avec Jean-Pierre Blanc, donc patron de cette belle entreprise qui est torréfacteur depuis combien de temps? Depuis 1934 et t'es engagé dans le commerce équitable, l'agriculture bio, sur toutes les filières café, avec des coopératives de petits producteurs. Alors justement, des millions de Français boivent du café tous les matins et vous leur offrez la possibilité de boire du café dans des machines qui sont faites en France. Pourquoi ce choix justement de fabriquer des machines en France alors que tout le monde dit que c'est pas possible, que tout est trop cher et que notre industrie est foutue, si on peut dire ça comme ça? Oui, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'un travail de la cerise de café jusqu'à la tasse de consommateur. Et nous avons développé une dose en papier naturel, pas de plastique, pas d'aluminium, qui va dans une machine. Et cette machine était auparavant fabriquée en Chine. Et nous avons décidé, parce que nous pensons qu'il est possible de fabriquer en France à un coût de production qui soit tout à fait raisonnable. Et c'est, disons, l'expérience que nous avons voulu faire. Et depuis maintenant un mois, on avait démarré dans un petit atelier auparavant. Nous avons créé une usine à La Roche-sur-Yon qui fait 3000 m², qui va fabriquer toutes ces machines à destination du consommateur. C'est un produit qui est Origine France garantie et qui est fabriqué dans un rayon de 80 km avec nos sous-traitants, que ce soit les injecteurs plastiques, le métal, les emballages, etc. C'est-à-dire c'est du local, on essaie de travailler et d'influencer un peu le circuit local, régional. Et je pense que le Made in France, c'est à la fois de la technique. Donc on a développé une machine spéciale simplifiée pour le montage, pour diminuer les coûts de production et les coûts de main-d'œuvre. On produit tous les jours de l'année les mêmes quantités de machines parce que du coup ça permet de lisser les coûts. Et on a fait des machines qui sont fiables, moins de 1% de taux de panne, pour justement que le consommateur revienne et pour pas que ce soit des machines jetables. C'est des machines faites pour durer. On fait, quand s'il y a un problème, on fait des échanges gratuits à domicile. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que les machines tombent en panne. Et on est implanté au cœur, à Aubigny, à côté de La Roche-sur-Yon, sur cette usine, avec une équipe de 30 personnes qui produit, qui contrôle la qualité. Et voilà, et après, les équipes de Malongo vont la vendre. Alors, quand vous avez fait ce choix, est-ce que les gens autour de vous, je ne sais pas, le comité directeur, les gens ne se sont pas dit, mais il est fou de vouloir faire ça? Oui. Ou est-ce que tout le monde s'est dit, mais non, c'est ça qu'il faut faire, justement? Tout le monde m'a dit que j'étais fou, comme tout le monde m'avait dit que j'étais fou de lancer du café du commerce équitable, parce qu'il était plus cher que le café du marché, parce qu'on donnait des primes de développement et des primes d'agriculture bio. Oui, on est fou, mais si on ne fait pas des ruptures à la fois de production, de management et de développement, c'est là où on a des problèmes. Et je pense que le fait de fabriquer une machine en France à des coûts quasiment équivalents à ceux de la Chine permet de dire qu'aujourd'hui, le prix de la main-d'œuvre, ce n'est pas le problème majeur à vendre des produits Made in France. Le problème majeur, c'est de bien faire comprendre aux Françaises et aux Français que c'est bien d'acheter français, non pas parce que c'est Made in France, parce que c'est des bons produits, des produits de qualité et qui font vivre le territoire national, puisque l'emploi de nos usines, c'est les emplois dont ils sont bénéficiaires. Dans un sens, on peut dire que l'audace paie. Mais l'audace paie, maintenant, il faut y aller sur les ventes. Maintenant, il faut que ça rentre
largement sur tous les segments d'activité et sur l'export, puisqu'on a une vocation à vendre ces machines à l'exportation. Ben, merci beaucoup. Merci. On continue notre périple dans le salon du Made in France et donc on tombe sur le stand Brandt. Brandt, donc une ancienne marque française qui a presque 100 ans. 100 ans. Donc ça veut dire 1925. Alors 24 exact. 24, donc déjà 101 ans. Donc on va dire une entreprise historique française et qui aujourd'hui a décidé de fabriquer en France, en particulier pour la cuisson. Oui. Et donc qui présente des produits, des plaques vitrocéramiques, des fours, etc. Alors pourquoi justement se concentrer sur la cuisson pour la relocalisation en France? Alors le Rollovit, on développe beaucoup plus de produits en France effectivement sur la cuisson, mais pourquoi la cuisson plus que les autres familles? C'est un secteur où il y a toujours de l'innovation technique. Contrairement à du lavage ou laver du linge, aujourd'hui c'est très banal, hein. On ne sait pas trop évoluer. Alors que la cuisson, aujourd'hui, on peut encore travailler dessus, on peut encore l'améliorer, parce que la cuisson, c'est déjà, on aime manger, ça fait toujours plaisir, et c'est surtout que il y a des débutants, il y a des professionnels, et aujourd'hui on essaie de faire des produits qui s'adaptent à tout ce genre de panel d'utilisateurs. On peut très bien aujourd'hui avec un four toucher un professionnel comme un débutant. Et c'est ce qui fait que on peut encore améliorer les produits de ce côté-là. Oui. Alors justement ici je vois des plaques induction qui au final ont un prix très raisonnable. Oui. Pas par rapport au commerce et donc par rapport à des produits qui vont être fabriqués bien plus loin. Comment vous expliquez ça? C'est une bonne question. Généralement, si on arrive à en faire de bonnes productions, c'est-à-dire des grandes quantités, donc forcément, plus on va faire de quantité, plus on va pouvoir tirer les prix au pas de nos fournisseurs. Donc je pense que c'est de ce côté-là qu'on arrive à travailler. Mais on essaye de rester assez concurrentiel et de rester dans le marché surtout. Et puis surtout de pouvoir présenter du produit français à des prix abordables. Donc aujourd'hui, si je refais ma cuisine, je peux, pour la cuisson, que ce soit les fours ou justement les plaques, acheter du Made in France garanti français. Oui. Tu n'as pas juste assemblé... Non, ici, nous, on est sur une produit origine garantie France. Donc, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est à plus de 50% produit en France. Sachant que même, j'ai envie de dire que, par exemple, pour nos fours, on est plus à hauteur de 80%. Hein. On fabrique nos moufles nous-mêmes. Tous les bobinages de nos tables à induction sont fabriqués à Orléans et à Vendôme. On a encore 2 usines. On est le seul constructeur français aujourd'hui à encore fabriquer en France. Et est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, on pourra quand même racheter des frigos français, etc. C'est compliqué parce que ça reste très concurrentiel et puis la production de ce type de produit, c'est extrêmement cher en termes de développement. Et malheureusement, j'ai envie de dire que des concurrents comme les produits asiatiques ou peut-être même africains, ça reste très abordable, même si les coûts logistiques sont importants. Mais alors, peut-être que si on avait une politique protectionniste digne de ce nom et moins de traités de libre-échange, peut-être que justement, une entreprise comme la vôtre pourrait réémerger, puisque pour éviter ce dumping justement d'autres pays qui vont pas forcément produire avec les mêmes normes de qualité. Ouais, c'est possible, oui, effectivement. Mais c'est dur à dire. Mais je sais que les coûts de production de ce type de produit, c'est effectivement un gros investissement à faire. Et aujourd'hui, je pense que le marché français, en termes d'électroménager, est très compliqué. C'est vrai que c'est pas la bonne période à ce moment. Mais vous êtes quand même là au salon du Made in France, vous représentez justement encore un tissu industriel. Je pense que c'est important justement que les gens, parce que moi qui il y a quelques années refait ma cuisine, justement, j'avais la difficulté que sur les sites comme Darty, je sais pas, Boulanger, exactement, où on va chercher, c'est pas mis en avant, on sait pas en fait où sont faits les produits. C'est même parfois très difficile d'avoir l'info. Donc, si on veut acheter, on va dire, dans une logique comme ça, est-ce que justement on ne devrait pas imposer aux plateformes, même à Amazon, on va dire que le label soit mis en avant? On pourrait, effectivement. Nous, je sais qu'on communique beaucoup sur le fait de faire du Made in France, mais c'est vrai qu'il n'y a rien aujourd'hui qui impose aux revendeurs de tracer le produit de sa production. Hein. Ça,
Normalement, on a des sigles bien définis sur nos fours. Hein. Donc, si vous regardez, généralement, oui, tout à fait, on impose notre petit autocollant Made in France, hein, origine garantie France. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens achètent sur Internet, donc c'est beaucoup plus difficile. Mais malgré ça, on essaie de communiquer dessus. Hein. Donc, parce que si on prend l'exemple des États-Unis, aux États-Unis, au contraire, ils mettent très en avant les produits Made in USA. le USA, ouais. Et donc, c'est le principe marketing agressif, oui. Exactement, mais peut-être qu'on devrait... On se plaint beaucoup de la désindustrialisation de la France, mais il faut peut-être que justement se saisir de ça et plutôt que se plaindre que des marques chinoises rentrent au BHV, mettre en avant les marques d'excellence qu'il y a en France. Oui, je suis d'accord. Effectivement. Oui. Ok. Cannabis. Zoo. Racisme. Isso. Oui. Obedecemos de tempo. X. X. Si, oui, test. Et si je vis là, non, j'ai pas pour ça. Si on c'est intéressant. Ils ont. Was? Oui? C'était que la machine de rap. Où elle est partie. Le rap, c'était pas le pas. Je sais. Les deux saisies, il y a des Iraniens, sortaient, stylades. Il y a des ballons assistants. Tu vas pas, ça pas. Passe. Qui. Ça, oui. Pas genre. Dirais que monsieur, c'est vraiment boutique que je passe à là. C'est ça, pour prendre des œufs. Puis on adapte. Pour la. Et vous montrerez comment l'intelligence artificielle vous avez utilisé. Il y a des choses qu'on peut pas être, c'est très intéressant. Les services des peuples. Hein? Si vous le savez pas. Alors, on continue nos pérégrinations dans le salon du Made in France et donc on est face à Sébastien Gérard, donc fondateur de la French Beauty. Qu'est-ce que c'est la French Beauty? La French Beauty, c'est le premier collectif français dédié aux marques indépendantes de beauté. C'est-à-dire qu'on a regroupé, je suis moi-même fondateur d'une marque de soins depuis 2013, et il y a 2 ans et demi, on a regroupé des marques avec nous, on est désormais 60, des marques indépendantes nées ces 15 dernières années, engagées pour des formulations clean, naturelles, made in France bien sûr, et incarnées par les fondateurs. On a une Innoforce pour ouvrir une boutique permanente à Paris où il n'y a que des marques françaises de beauté qui respectent nos engagements. Alors pourquoi justement c'était une nécessité pour des petits de se mettre ensemble? Justement, quand on lit, alors la France est vraiment complètement, et la France est largement appréciée pour son savoir-faire en matière de beauté. Les parfums et cosmétiques, c'est le 3e secteur exportateur français, 2e même, pardon. Les parfums et cosmétiques, c'est le 2e secteur exportateur français. Donc la France est tout à fait reconnue pour ça, même si il y a de la concurrence qui arrive. Mais quand on est une marque émergente, on a 2 difficultés majeures. Au-delà du financement, c'est de se faire distribuer et de se faire connaître. Et notamment en distribution physique, où les grandes chaînes de magasins donnent la priorité aux marques les plus connues, aux grands groupes. Et donc, il y a un déficit de distribution pour les jeunes marques. Alors, ça veut dire que c'est un secteur qui marche bien, mais on voit qu'il y a une offensive justement des Coréens, par exemple, sur la beauté. Est-ce que ça vous inquiète? Ça nous inquiète, ça nous challenge, on va dire. Ça nous oblige aussi à repenser comment on fait la beauté. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'être une marque française et d'attendre qu'on vienne à soi. Il faut se renouveler, il faut mettre en avant nos atouts, être plus agressif et défendre les couleurs, mais et maintenir
le leadership de la France en la matière. Je pense que les Coréens sont de sujet, ils nous ont un petit peu inspirés parce qu'on voit des boutiques un peu de K-beauty croître, enfin naître ici ou là. Alors nous, on fait la F-beauty en France déjà pour avoir un flagship, un lieu de découverte de toute la richesse et de la créativité de notre écosystème, mais aussi une marque, la French Beauty, qui nous sert également à aller chasser à l'étranger. Parce que la plupart des marques, écoute, en moyenne, une jeune marque de beauté, elle fait déjà 40% de son chiffre à l'export. Donc l'export, c'est partie intégrante de la stratégie d'une marque qui se crée. Et sous ce label de la French Beauty, on arrive à les chasser en meute sur des territoires étrangers, et notamment en Asie, qui a un gros focus pour nous actuellement. Donc je suppose que c'est pour ça justement que vous avez un nom anglais, alors que parce que je me permets de poser la question parce que je sais que les gens sont sensibles justement à garder la langue française comme principale. Et donc je vois parmi les marques il y a Pompol, l'Officine du Monde, Biozaline, Les Poulettes, Abewat, c'est ça, Xalal, Les Huilettes et Skin Diligent. Mais au total, il y a combien de marques? Donc là, il y a 8 marques qu'on a regroupées sur le salon qui exposent avec nous. Il y en a d'ailleurs d'autres qui exposent seuls. Et en boutique, il y a 60 marques, du soin visage, du maquillage, du parfum aussi. On a une grosse offre de parfums, parce que bien sûr, la beauté à la française inclut la catégorie parfum, corps, cheveux. Voilà, 60 marques en tout. Et tous les mois, on accueille de nouvelles marques pour être aussi un peu le lieu de découverte des nouveaux talents. Alors, vous avez parlé du regroupement sur les lieux physiques, mais est-ce que c'est aussi un regroupement en ligne, justement, pour, on va dire, le commerce en ligne, où chacun a sa boutique séparée? Chacun a sa boutique séparée. C'est pas forcément là où vous souhaitez aller dès le début, mais c'est indispensable aujourd'hui d'avoir la vitrine digitale. Donc, on a bien sûr les réseaux sociaux forts, sur Instagram, sur TikTok, notre propre place de marché, la beautycolloque.com. Et oui, c'est un axe de développement et que ça permet, alors, pour les Français bien sûr, mais aussi pour les étrangers de trouver l'offre française à un seul endroit. Et au-delà de la question du partage des espaces physiques, puisque vous m'avez parlé d'un espace que vous allez créer à Singapour, ouais. Est-ce que vous partagez aussi la logistique ou d'autres sujets, ou ça reste chacun dans son P carré? Alors, en fait, ça fait que 2 ans et demi qu'on a créé. On a commencé par la boutique physique parce que c'était le point principal qui nous intéressait. Et en fait, en effet, on n'arrête pas d'ajouter des briques à ça. Donc, on coopère, on mutualise tout ce qui a du sens pour l'instant, mais on doit prioriser. Donc, pour l'instant, on a plutôt mutualisé les leviers de notoriété et de visibilité. Donc, on fait des événements presse communs. On fait un calendrier de l'Avent, multimarque. On est complètement dans la saison, d'ailleurs. Il est très beau. Il permet de découvrir 24 marques d'un coup pour 90 €, alors qu'il y a une valeur de 400 €. Et on fait aussi des événements des salons à l'export ensemble. Donc la semaine prochaine, on sera à Hong Kong ensemble avec 12 marques pour qu'on mutualise. On commence à mutualiser des choses, des systèmes. Sur toute la partie production amont, pour l'instant, les marques le font en autonomie, mais on échange déjà beaucoup de conseils et on se passe beaucoup de tuyaux. Donc vous avez quasiment le potentiel pour faire une scope, si on veut dire comme ça. Alors c'est peut-être pas le bon terme, mais sur des aspects justement qui permettraient une économie d'échelle importante pour les marques. On le fait déjà, en effet, il y a une forte dose de collectif et de mutualisation. Et en effet, c'est un axe qui s'impose un peu à nous parce que les entreprises, alors il y a un peu de toutes les tailles, mais c'est en gros des entreprises très jeunes avec une seule personne qui font autour de 500 000 € de chiffre d'affaires et ça va jusqu'à une entreprise qui fait plus de 30 millions de chiffre d'affaires, donc il y a un peu toutes les tailles, différents niveaux de maturité. Les plus jeunes sont en effet intéressés aussi par l'apport, l'accélérateur d'intelligence collective que le collectif apporte. Alors on a vu aujourd'hui justement des ministres aller à Roissy ouvrir des colis venant de Chine en parlant de normes, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une certaine forme d'hypocrisie quand on sait que l'État a supprimé beaucoup de douaniers, que les douaniers n'ont plus les moyens, on va dire, de contrôler les colis? Je crois que c'est 1 sur 10 000 qui est contrôlé en fait dans les faits vu le volume qui vient. Est-ce que vous vous sentez protégé justement par l'État ou vous avez l'impression que en gros il n'y a que votre savoir-faire et la qualité de vos produits qui vous protègent justement Après, c'est des sujets un peu délicats, donc on peut avoir des alliés. Et puis c'est très difficile pour tous les acteurs de suivre le rythme aussi parce que les choses bougent très vite. Donc sur des sujets macroéconomiques, je dis que je ne vais pas forcément m'exprimer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on se sent soutenu par les pouvoirs publics, par notre fédération. On est la Fédération des entreprises de la beauté qui nous soutient énormément, la French Beauty, parce que elle elle nous aide à porter notre voix. Et on a rencontré ensemble, on était à
à une table ronde de cosmétiques à Bercy ensemble. On est allé voir BPI France ensemble. On est le ministre Serge Papin, en revenant de Roissy hier, il est venu nous voir, il est venu discuter avec nos marques. Donc on se sent écouté, entendu. Après, ça dépend, tout n'est pas possible de leur part. On se sent aussi soutenu par les pouvoirs publics pour aller exporter. Et là, c'est une vraie difficulté parce que les autres pays sont très agressifs en la matière et eux soutiennent encore plus. Les Coréens, notamment, dont on parlait, subventionnent énormément la prospection export de leurs entreprises. La France le fait, pas dans les mêmes proportions, mais quand même, on a tout intérêt à travailler ensemble quand il s'agit de défendre la marque France à l'étranger. Et moi, je reste positif et optimiste sur tous ces aspects parce que je constate que la marque France est forte, elle est désirable et on arrive à comme vous le disiez, à convaincre sans difficulté les acteurs. Donc on ouvre une boutique à Singapour, on ouvre à Taïwan. Je suis convaincu qu'on a beaucoup de potentiel en Asie. Aux États-Unis, quand la situation sera revenue à la normale, mais il y a déjà le printemps qui a ouvert un très beau point de vente à New York. Oh, c'est dommage, les prix ont dû augmenter avec les droits de douane, mais c'est très dynamique. Et est-ce que les grands groupes, on pense à L'Oréal ou au groupe LVMH, qui a énormément de marques de beauté, alors plus de parfumerie, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous ignorent complètement ou ils vont être plutôt dans l'appui de ce genre d'initiative pour vis-à-vis des pouvoirs publics aussi? Alors vis-à-vis des pouvoirs publics, je pense qu'on n'a pas le même agenda. Donc ça va pas être ils ont vraiment les actions de lobbying, des départements dédiés. Donc là-dessus, on joue pas dans la même cour. En revanche, on se parle beaucoup avec les groupes. On se parle. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous sont passés par les grands groupes. Moi, j'ai passé 10 ans chez L'Oréal et LVMH avant de lancer ma propre marque. Et je suis en contact avec mes anciens collègues. J'ai déjà parlé avec les départements M&A. En fait, c'est un écosystème complet, mais qui se complète justement. C'est-à-dire qu'il y a l'écosystème industriel avec un très gros maillage de sous-traitants en France qui est capable d'assurer de l'innovation, de la production made in France de qualité. Il y a les grands groupes qui nous apportent la notoriété internationale, le leadership, aussi un vivier de personnes qui travaillent dans ce domaine et qui savent faire. Et puis le rôle on appelle ça les indie brands, d'ailleurs, les marques indépendantes récentes, dont la création s'est accélérée depuis 2018 en gros, parce que pour différents facteurs, le digital, les crowdfunding, plein de bonnes raisons. Donc les jeunes entreprises, c'est souvent elles qui créent de l'innovation de marque, elle vient de nouvelles boîtes et d'entrepreneurs. Les grands groupes, si on analyse, ils créent très rarement de nouvelles marques en fait. Ils acquièrent, quand elles ont atteint la maturité, des marques créées par des indépendants et ils les acquièrent pour les développer. Après, il y a des débats sur à quelle taille il faut acquérir et ce qu'ils réussissent à développer parce que c'est pas le même type de business model et on ne travaille pas de la même manière. Une marque qui fait 5 millions, une marque qui en fait 50 ou 500 millions ou 1 milliard. Mais ils nous observent. Je pense qu'on est aussi un peu un laboratoire de tendance pour eux, une veille. Et il y a même des incubateurs dans certains groupes. L'Oréal a son incubateur, LVMH a une structure dédiée au venture capital. Et voilà. Et quel message vous transmettrez à des jeunes entrepreneurs français qui voudraient se lancer justement dans le secteur de la beauté? On a quand même de la chance en France, je trouve qu'on est bien accompagné. Comme je disais, il y a un écosystème fort. Je leur conseillerais surtout de bien analyser la différence qu'ils vont apporter sur le marché. Parce qu'il ne s'agit pas juste de lancer un produit de qualité. Il faut vraiment se poser la question, parce qu'il y a des barrières importantes à la distribution et qu'il y a déjà beaucoup d'offres, il faut vraiment se demander ce qu'apporte sa marque, à quelle problématique elle répond qui n'est pas déjà adressée par une autre marque. Parce que sinon, on peut avoir un très bon produit, mais s'il y a des concurrents sur le marché déjà plus connus et qui font à peu près le même résultat, on n'arrivera pas à se faire référencer. Il faut vraiment se poser la question de la différenciation que son produit va apporter. Et là, on a de très bons exemples. Et avec la Friendly Beauty, je le vois aussi au quotidien parce qu'on a 60 marques dans le collectif, mais on a plus d'une centaine de marques qui aimeraient nous rejoindre. Et nous, on fait ce travail aussi de sélection des nouveaux acteurs et on reçoit beaucoup de manifestations d'intérêt de marques. Et notre critère, finalement, devient aussi, est-ce que le consommateur va être attiré va trouver quelque chose de différent dans le nouveau produit qui lui est proposé. Merci beaucoup pour cet échange. Et j'espère que ça marchera bien pour cette nouvelle implantation puisque vous faites partie aussi du soft power français et c'est important de montrer que la marque France a encore une valeur et pas que par le champagne et uniquement les produits de luxe mais aussi par des produits de beauté que tout un chacun peut utiliser.
Exactement, et on est donc sur le salon pendant 4 jours, parce que bien sûr ce salon est dédié au Made in France, c'est une évidence pour la French Beauty, mais on est aussi là sous la bannière La French Beauty pour rappeler au public que toute l'année, ils peuvent trouver ces produits-là Made in France au cœur de Paris et en ligne, et en étant sûr d'avoir une sélection engagée, Made in France, indépendante. Et voilà, le Made in France, c'est toute l'année, c'est pas juste les 4 jours du salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Pense que la pique. Et après, voilà, qui m'ont dit là, des bons, et le moment où c'est Est-ce qu'il retrouve rayon, vous pouvez trouver? Mais oui, c'est ça, on voit. Parce que c'est dans le spot du milieu. Après, c'était les smash de mes mères. Ça, les qui étaient du magasin de là. Mais je suis ici et je ne et c'est une usine que permet à punir chez l'usine de l'étudiant. Yeah. Petit il Il m'a dit, pense en disant que il est là, tout son titre, oui. Il faut que moi, je cherche les Qu'est-ce que tu sens même? Bah ça, c'est l'hygiène. Ne sent rien. Dirige les cas que j'ai aussi, je suis vérifié leur ton nom. Oui, mais il faut que ça sent rien. Et c'est celle d'entendre que tout le monde voulait. Ça, c'est déjà, c'est l'intérieur de l'innovation. Il porte un pack. Si, mais alors t'as pas de testi. Olé. Et ça aussi, c'est les trucs baranes, là, de ça. On peut les tuer. Oui, et ton remis. Ouais, pas bien. C'est ça, les schémas, ce que c'est. Du plastoc, là. C'est Lacoste, mais alors. S'il n'y a pas de petite moi. Bonjour monsieur, donc vous avez un parapluie qui est fabriqué en France et qui est démontable et réparable? Exactement. Ici, on est sur le salon du Made in France et donc on est sur du Made in France à haute dose. On ne peut pas plus Made in France dans l'univers du parapluie. Et on ajoute à ça la dimension durabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est un parapluie réparable. On veut arrêter de bénir 3 à 5 millions de parapluies chaque année en France. Et donc, on a conçu notre parapluie autour de la réparabilité. Grâce à ceci et ceci, on veut que monsieur tout le monde ou madame tout le monde puisse réparer son parapluie. On a eu une médaille d'argent au concours d'épines parce qu'on a vraiment innové et on fait en sorte que le parapluie soit entièrement démontable en vue d'être réparé. Il y a une baleine qui est cassée, vous saurez la réparer. Voilà. Un parapluie classique, c'est monté avec un système qui est difficilement réparable. Il y a un fil d'acier qui casse si on cherche à le démonter et le remonter. C'est très compliqué. Nous, on a innové et innové avec simplicité. On veut du réparable désirable. On veut que ce soit facile. Et donc, on prend un anneau de porte-clés que tout le monde a dans sa poche ou dans son sac à main. Et on fait comme ceci. On passe la baleine. Ça, c'est une baleine. Vous mettez 8 baleines autour d'un porte-clés et vous prenez ce style système-là et vous construisez votre parapluie comme ceci. Il faut imaginer 8 baleines ici. Et je viens vous mettre ce petit système qui n'est ni plus ni moins que le noyau du parapluie, c'est-à-dire le cœur du parapluie. Là, vous venez de faire la première phase de construction d'un parapluie si vous avez envie de réparer un parapluie. Si vous avez besoin de réparer un parapluie, et tout le monde a besoin de réparer un parapluie, mais c'est trop compliqué d'habitude, avec ce système-là, ça devient facile. Et même ludique. Et on est tellement sûr de notre réparabilité et de la facilité de montage et démontage qu'on permet l'expérience ultime de fabriquer de A à Z son parapluie. On a inventé le premier parapluie en pièces détachées. En kit. Exactement. Il faut aimer un peu bricoler. Il faut savoir que ça s'appelle un tournevis et que c'est un tournevis cruciforme. Si vous savez ça, vous saurez monter ce parapluie. C'est une expérience formidable. Vous prenez le mât. Alors, les mâts, nous, on est allé chercher des produits vraiment Made in France à haute dose. Ça, c'est du hêtre du Jura. On permet la personnalisation. Les beaux. Et, merci. Et puis, vous prenez votre mât et vous intégrez votre mât comme ceci.
une fois que vous avez monté les baleines, et puis vous prenez la toile, et la toile, d'habitude, c'est cousu. Eh bien, nous, on a mis petit velcro, technologie champignon, qui permet d'entoiler facilement et de fixer la toile sur les baleines. Ça permet de monter son parapluie comme ceci. Et là, on fait les dernières phases de construction du parapluie. Une fois que ces petits velcro, c'est les petits velcro pour tout est là. Là, il y a 16 petits velcro en noir. Ça donne ceci. Et ça, c'est aussi résistant que les coutures. Et là, vous venez mettre votre capsule. Une capsule, c'est dans tous les parapluies du monde. Ça évite que les gouttes d'eau ne tombent depuis le mât à l'intérieur du mécanisme. Et ensuite, vous venez prendre et vous mettez votre tape à terre. Le tape à terre, comme dans tous les parapluies du monde, ça sert à taper par terre. Vous avez suivi les quelques étapes de construction d'un parapluie. L'idée pour nous, c'est soit de vous offrir une expérience ludique de construction du premier parapluie à monter soi-même, mais c'est un vrai parapluie solide, résistant. Surtout, c'est pour vous démontrer qu'il est réparable. Et vous saurez le réparer vous-même quand, dans sa vie, il aura eu un accident, une baleine cassée, une toile déchirée. On peut vous vendre ce parapluie également, tout fait. Voilà, c'est exactement le même, solide, durable et réparable. Et on peut le garder toute sa vie. Exactement. Voilà, la durabilité, c'est notre créneau. Made in France, réparable ou durable. Écologique. Exactement, tout à fait. Merci beaucoup. On rappelle le nom de votre parapluie, c'est... il est là. Le parapluie 1705. 1705. Oui, 1705. Voilà, exactement. Voilà. Super, merci beaucoup. Il est magnifique. Bonjour, je suis avec Thomas Huriez, le dirigeant de 1083. Bonjour. Bonjour, on est sur le salon du Made in France. Vous êtes un des grands succès de l'industrie textile française. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre entreprise? Oui, 1083, c'est une marque que j'ai créée il y a 12 ans avec mon petit frère, qui est en caisse là-bas derrière. On fabrique des jeans Made in France fabriqués à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez en France, dans l'Hexagone, puisque 1083, c'est la distance qui sépare Menton au sud-est jusqu'à Port-Spoder, un petit village au nord de Brest. Et donc notre démarche, c'est fabriquer des jeans en France, teints, tissés, coupés, cousus. Donc c'est pour ça qu'ils sont certifiés une France garantie. Et en 10 ans, on a beaucoup grandi. En 12 ans, on a beaucoup grandi, puisque nous sommes 70 emplois directs et 200 emplois indirects qui travaillons derrière la fabrication de ces jeans. D'accord. Et est-ce que vous avez du coup développé votre gamme Oui, sur mesure? La gamme s'étend petit à petit. On reste des spécialistes du jean, mais on fait des pulls, des t-shirts, des baskets. La filière qu'on a intégrée, donc nos propres ateliers, c'est du tissage de denim et de la confection de jeans. Tout le reste, on le fait avec des confrères. On fabrique nos t-shirts chez Le Maillot, on fabrique nos chaussures chez Cécile. Donc on est vraiment dans une logique de perma-industrie où on se fait travailler les uns les autres. Et ensuite, sur le volet industriel, on rajoute une couche culturelle, puisque la mode, c'est entre la production et la création, c'est entre la culture et l'industrie. Et c'est pour ça qu'on a mis du coup sur notre stand un piano, parce qu'en fait, le métier de couturière et le métier de pianiste, le savoir-faire couturier et le savoir-faire de pianiste sont très proches. Simplement, quand c'est un piano, on trouve ça cool, et quand c'est une machine à coudre, on trouve ça ennuyeux. Donc en fait, on veut se battre pour réaligner les deux et réassocier la notion de répétition à l'excellence en couture, comme c'est le cas en musique. Donc, trouver le style français. Exactement. Voilà. Redévelopper la culture industrielle française. Ouais, et quelles sont vos perspectives sur ce salon Rencontrer des gens, vendre des jeans, voir nos confrères. Beaucoup de nos projets d'aujourd'hui sont nés dans les collaborations issues des précédents salons Made in France. Donc c'est toujours très créatif de venir ici, parce que le fait qu'on se mélange autant, ça permet de faire connaître des projets, croiser des idées et développer la marque. C'est un véritable écosystème. Complètement. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est une bêtise, mais... Bonjour monsieur, vous représentez les jeans Jess. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors Jess, c'est le jean de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ce nom? Parce qu'en fait, on favorise l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de l'ADAPI 79. Donc c'est des jeans qui sont fabriqués en France par des personnes en situation de handicap pour l'inclusion. Donc c'est quelque chose de social en plus d'être fabriqué en France. Oui, en plus du Made in France, on a effectivement la carte inclusion des personnes en situation de handicap.
Et ça fait combien de temps que vous fabriquez ces jeans Alors, ces jeans, la marque a été créée il y a 3 ans. Suite à la pandémie où l'on a fabriqué 1 million de masques, on a décidé de se reconvertir et de transformer l'essai, entre guillemets, des masques sur les jeans. D'accord. Et vous avez beaucoup d'employés Alors, sur le site de Bressuire, nous sommes 240 employés. Et sur la partie jean, nous avons une 30aine de personnes sur des lignes très automatisées, puisqu'il y a une 40aine de machines qui permettent à chacun de progresser au fil de sa carrière. D'accord. Et alors, où peut-on trouver ces jeans? Alors, ces jeans ne sont pas disponibles en ligne pour l'instant, mais par contre, vous pouvez retrouver sur notre site internet la liste des boutiques qui revendent nos jeans. Et le site internet, c'est www.jes-jeans.fr. Super, merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Merci. Bonjour, nous sommes au salon du Made in France. Je suis avec Bernadette Dodane de la société Christelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre société, s'il vous plaît? Oui, que la société Christelle va fêter ses 200 ans de savoir-faire l'année prochaine, en 2026. C'est une entreprise qui a été créée en 1826 et que nous avons repris en 1987. C'était anciennement le groupe Japy. Elle dépendait du groupe Japy qui a été, au début de l'ère industrielle, un précurseur, le deuxième groupe de France d'ailleurs. Ça a été très important. Puis ils ont traversé 3 guerres et voilà, connu des difficultés liées aux conséquences. Et nous avons repris cette entreprise, nous, en 1987, avec une partie du personnel, ceux qui ont bien voulu. Et en tout cas, on a repris tout le personnel. On n'a pas supprimé un seul emploi. Certains ont souhaité rentrer au capital qui leur a été ouvert, bien sûr. Et puis des amis aussi qui nous ont aidés à reprendre cette entreprise parce que le risque était tel que les financiers ne voulaient pas suivre. Hein. Il y en a quand même une qui a accepté de le faire, mais à condition bien sûr de gager nos biens, voilà, tout simplement. Wow. Donc c'est vrai qu'on a eu tous nos biens qui ont été hypothéqués pour pouvoir bénéficier d'un emprunt et ça suffisait pas. Il a fallu faire appel à des amis et aujourd'hui, on est 24 associés chez Christelle. 24 du personnel, oui, à peu près 50% de l'intérieur, 50% des amis de l'extérieur qui ont mis leurs économies. Et cette entreprise, qui était, au moment où on l'a repris, devenue une ruine, une friche industrielle, 3 faillites en 8 ans qui nous ont précédés. Nous, on l'a redressée avec un concept innovant, le concept cuisson-service à poignée amovible. Le concept le cook and serve, c'est mon mari qui en est l'auteur et c'est cette plus-value qui a été apportée au produit et en même temps sur le marché qui a permis le redressement de l'entreprise. Voilà, comme quoi l'innovation, c'est le produit bien sûr qui est à la base de la réussite et Christelle a conservé aussi toute sa philosophie dans la recherche et le développement permanent. Et c'est l'innovation qui permet à Christelle d'être aujourd'hui une entreprise vraiment en plein essor. Voilà. Notre développement ces 2 dernières années a été incroyable. Voilà. Ça fait plaisir d'entendre ça. On a construit un pôle logistique moderne pour satisfaire plus rapidement nos clients dans les expéditions qu'on assure. En France et à l'étranger, on vend dans 50 pays du monde. Oui. Donc, on avait besoin de rationaliser cette partie-là. Et puis, on a le projet de construire une 2e ligne de production dans un local que nous sommes en train de réaménager, qui est toujours sur l'ancien site Japy. C'est-à-dire que... Où est situé ce site? Il est situé à Fèche-le-Châtel, dans le Doubs. Se situe entre Montbéliard et Belfort. Voilà. Et vous avez combien d'employés aujourd'hui? Il est magnifique aujourd'hui. Christelle est visitée beaucoup, parce que c'est une très très belle usine. Et je reçois aussi beaucoup de jeunes, depuis les collégiens jusqu'aux écoles supérieures de commerce. Ils sont très nombreux à venir visiter l'entreprise et je les reçois parce que c'est vrai que je pense qu'il faut favoriser ce déclic des métiers du savoir-faire au niveau technique, au niveau industriel. Donc, je pense que cette usine est tellement belle que ça leur donne beaucoup d'envie et c'est très bien. Ils voient des gens aussi qui sont heureux,
qui sont fiers. L'usine, on mangerait par terre, elle est très belle, très propre, très... Voilà, on essaye de transmettre ce qu'on peut dans les valeurs que l'on vit, de manière à ce que ça puisse être repris par les jeunes générations. Nous sommes 3 générations à assurer la gestion de cette entreprise. C'est donc une direction collégiale, je dirais, répartie avec 3 générations, et il y a une entente parfaite. Alors, ceci dit, quand on a une réunion du comité exécutif tous les mois, je ne vais pas vous dire que quand on arrive avec toujours des grands projets, parce que le développement est considérable, donc on arrive avec quand même des grosses décisions à prendre, des grandes décisions à prendre et tout. On n'est forcément pas du même avis au départ, c'est sûr, parce que les 3 générations, il y a forcément des avis qui... Mais on a bien compris que c'était aussi cette complémentarité de point de vue qui faisait la richesse de nos discussions, de nos débats, et puis la justesse de nos décisions, parce que jusque-là, on ne s'est pas trompé. Voilà. Donc ça marche très bien, comme dit notre fille, qui est avocate en droit des affaires, et puis qui a son propre cabinet à Metz. Elle est diplômée du CEPI. Elle s'occupe de toute la partie juridique de l'entreprise. Elle dit toujours avec fierté, chez Christelle, l'entente est telle dans le comité exécutif que nous n'avons jamais été obligés de passer au vote. Dans les c'est ça, c'est-à-dire il y a un consensus. Et ça fait quand même, ça fait quand même des années et des années que c'est comme ça. Hein. Enfin, la 3e génération, ça fait depuis 2015. Voilà. Mais peut-être c'est comme vous disiez, c'est aussi que tous les associés ont vraiment fait un pari. Ah oui. Écoutez, le sens, ils les ont dès le départ. Parce que le sens, c'était essayer de sauver l'activité et l'emploi sur le site. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, à la reprise, nous n'avons pas supprimé un seul emploi, malgré le risque énorme de s'en représenter. Il y avait un sureffectif, c'est moi, je suis comptable et gestionnaire, j'ai bien mesuré le risque. Hein. Mais malgré tout, on n'a pas voulu... C'était quand même notre démarche, c'était de sauver l'activité et l'emploi sur le site. Aujourd'hui, c'est combien d'emplois? C'est toujours vrai. Alors aujourd'hui, c'est à peu près 125, 130 emplois. Alors en France, hein, bien sûr, mais comme on vous dit, on est vendu dans 50 pays du monde, donc on a des équipes autour des agents territoriaux qui on fait travailler aussi. Moi, je pense que c'est facilement 250 à 300 familles qu'on fait vivre aujourd'hui. Hein. Et puis d'autant plus qu'en France aussi, on n'a pas intégré tous les métiers de service dans l'entreprise. On se concentre sur notre cœur de métier, c'est la fabrication, les articles de cuisson, qu'on ne cesse de développer au mieux des possibilités. On a un secteur de développement et recherche. On consacre 5 à 7% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Alors c'est de la cuisson de haute précision. Ah oui, tout à fait. Ah oui, absolument. Ah oui, vous êtes chez Christelle, vous avez vraiment le produit de rêve dans votre cuisine, ça c'est clair. Moi, en tant que consommatrice, j'ai été très impressionnée par le fait que c'est des produits qui sont garantis à vie et effectivement qu'on peut, par exemple, qu'on peut refaire le revêtement aussi. Voilà, vous garantissez. Oui. Ah oui. C'est vrai qu'on a intégré le revêtement des produits anti-adhérents en créant un atelier qui est quand même important parce qu'une petite usine de traitement anti-adhérent parce qu'on voulait maîtriser les composants de notre anti-adhérent qui est sans PFAS. Hein. Donc, c'est ça, on peut maîtriser. Mais vous savez qu'on peut dire que les composants de l'anti-adhérent sont sans PFAS, mais si vous avez les solvants qui servent à poser l'anti-adhérent, contiennent aussi énormément de PFAS. Si vous ne voulez pas les payer trop cher. Chez Christelle, on paye nos solvants très cher, mais ils ne contiennent pas non plus de PFAS. C'est une démarche durable et c'est pour la santé, pour l'écologie. Et c'est vrai que le produit de base de Christelle est durable au-delà même d'une génération. Donc, appliquer de l'anti-adhérent sur un produit de base comme ça, mon mari ne souhaitait pas le faire parce qu'il y avait un anachronisme au niveau de la durée de vie. Et il a quand même été obligé à la pression de la demande commerciale de le faire. Et par contre, le jour où on a sorti nos produits anti-adhérents, on a donné à nos clients la possibilité de faire rechapper leurs produits. Ce qui se fait vraiment, ils retrouvent à nouveau
une deuxième vie. Ces produits d'art retrouvent une deuxième, une troisième, une quatrième vie. On ne jette jamais un produit Christelle. Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de patrimonial qu'on peut transmettre à ses enfants. C'est ça qui existe. Label. Ah oui, est-ce que vous pouvez nous parler du label EPV sur l'EPV exactement, Entreprise du patrimoine vivant? Entreprise du patrimoine vivant, c'est un très beau label parce qu'il dit justement l'excellence du savoir-faire. C'est une reconnaissance du savoir-faire qui est reconnue comme notoire et indiscutable. Toutes les grandes marques, mais les marques de luxe sont labellisées Entreprise du patrimoine vivant. Donc on a rejoint cette famille des marques de luxe en 2012, je crois 2011, et on en est très fiers. Hein. Et Damien, notre fils, qui est directeur général délégué, est très impliqué, très engagé dans le développement de ce label. Mais alors, il y en a un dont on est fiers aussi, c'est Origine France Garantie. Oui. L'origine, c'est plus qu'un label, c'est une certification. Hein. Chez nous, c'est l'ouverture des rétèves. Pour l'avoir. Oui, voilà. Et on en est très, très fiers. On voudrait que les organisateurs de ce label, enfin ceux qui le gèrent, lui donnent plus de puissance en France et à l'étranger. On a tellement besoin de faire connaître les valeurs de ce que font les fabricants français en France et à l'étranger. Je trouve, mais merci pour cette interview. Il faut le faire parce qu'on voit que des choses qui vont pas et c'est vraiment désolant pour le moral de tout le monde. Exactement. Il faut dire les montrer quand les choses, Mais pourquoi? C'est une fierté pour le pays. En tout cas, chez nous, il y a énormément de respect humain, comme vous pouvez le voir sur le stand. On est 10 sur le stand de il n'y a jamais un mot clos, qu'il y a une entraide pas possible. C'est incroyable. Et du matin au soir, c'est toujours le sourire avec tout le monde, un esprit de service vraiment merveilleux. Moi, je suis toujours admirative. Voilà. Mais bon, on est peu chez Testel. Ça, pour moi, c'est primordial. Merci beaucoup, madame. Merci à vous et bonne fin de salon, bonne continuation. Alors, comme vous avez vu, beaucoup de rencontres ici au Salon du Made in France, des entrepreneurs qui essayent de faire revivre l'industrie française, mais aussi le savoir-faire français, de faire rayonner notre pays à l'international. Et donc, j'espère que ce format vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de mettre des pouces, de partager sur les réseaux sociaux, etc. Et pour ceux qui le peuvent, de faire un petit don. N'oubliez pas le portail fpop.media que nous avons ouvert récemment, dans lequel vous trouvez des très bons articles, dont un très bon article récent de Jacques Sapir sur les relations entre l'Occident et la Russie. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.